concevoir l'organisation de cette coopération entre enfants ou entre adolescents comme étant au service du rapport au savoir et plus particulièrement pour ce qu'on appelle maintenant la prise en compte de la diversité des élèves. Donc l'enjeu n'est pas d'organiser cette coopération pour faire en sorte que les classes soient pacifiées, mais bien pour répondre de manière très pratique à cette douloureuse question qui est la gestion de l'hétérogénéité dans les classes, histoire de bien distinguer deux notions qui sont progrès et réussite, excellence et élitisme. Nos travaux de recherche au niveau des concepts nous ont amené à opérationnaliser cette notion de coopération et à la décliner entre 4 manifestations différentes. La plus courante, c'est ce qu'on appelle l'aide. Alors, une situation d'aide, c'est une situation où un élève qui se reconnaît compétent accepte de répondre à une question qui lui est posée par un ou une de ses camarades. La précaution que l'on a observée autour de l'organisation de l'aide dans les classes où il y a de la coopération, c'est que l'aide ne soit pas à l'initiative de l'enseignant ou de celui qui la porte, mais qu'elle soit systématiquement à l'initiative de celui qui en ressent le besoin. Sinon, on prend un risque majeur en pédagogie qui serait de voir celui qui reçoit l'aide recevoir en même temps une bonne décharge qui tend à dégrader son sentiment de compétence. Parce que la plupart du temps, ces situations d'aide se passent au sein de la classe, pendant des temps ordinaires, devant tout le monde, et si cette aide est organisée de telle manière qu'elle est imposée à celui qui en ressentirait le besoin, pour le coup, on prend un risque majeur au niveau psychologique. Une autre déclinaison dont Marouane a parlé, c'est l'entraide. Alors, l'entraide, ça se distingue de l'aide mutuelle. L'aide mutuelle, c'est une sorte d'esprit coopératif. Je t'aide, tu m'aides. On est d'accord pour être à peu près dans la même situation. L'entraide, ça part d'un adage qui est l'union fait la force. Il y a quand même une réserve qu'on a pu identifier, c'est le fait que certains élèves se cachent derrière les performances de camarades. Une troisième déclinaison, c'est le travail de groupe. Alors là, les extraits que j'ai choisis n'en témoignent pas. La différence entre de l'entraide et du travail de groupe, c'est que le travail de groupe est à l'initiative de l'enseignant. Et s'il est à l'initiative de l'enseignant, c'est bien pour des raisons didactiques, et en particulier pour organiser le traitement des situations problèmes dans les séquences d'enseignement. Il ne suffit pas d'improviser la mise en îlot des élèves pour que les groupes soient efficaces d'un point de vue pédagogique. Et puis la dernière déclinaison, c'est ce qu'on appelle les relations tutorielles. Une relation de tutorat se définit comme une situation où un élève reconnu compétent dans le champ de l'explication accepte de répondre à une question d'un ou une de ses camarades jusqu'à ce que la question trouve une réponse du point de vue de celui qui l'a demandé. Voilà. Donc on arrive à un ensemble un peu plus large qu'on appelle donc pratique de coopération entre élèves qui se déclinerait par 4 formats: l'aide, l'entraide, le travail de groupe et le tutorat. Ce qui se cache derrière, ce sont des leviers pédagogiques pour les enseignants. Alors ces leviers pédagogiques, on a pu les formaliser au nombre de 3. Le premier, alors ça semble un peu incongru, mais c'est ce qu'on a appelé l'ubiquité. Le fait d'organiser de la coopération entre élèves dans les classes donne la possibilité à l'enseignant de ne plus être la seule personne ressource dans la classe pour répondre aux besoins des élèves. Alors cette ubiquité, elle se manifeste par le fait que les talents et les réussites des élèves sont médiatisés, sont valorisés de telle manière qu'elles puissent entretenir la structure coopérative de la classe. Donc là, on s'appuie sur une Parisienne célèbre en la personne de Claire Hébert-Suffren sur les réseaux d'échange de savoir. Donc la classe devient un réseau d'échange de savoir. Le deuxième levier pédagogique, c'est la dévolution, qui est un terme didactique introduit par Guy Brousson en 1998 et que je définis un peu de cette façon-là. La dévolution serait un phénomène par lequel le problème qui initialement est apporté
par un élève, mais la plupart du temps un enseignant, devient le problème de l'élève qui doit le réaliser. Et donc dans les classes où la coopération est organisée, ces phénomènes de dévolution sont beaucoup plus forts, dans le sens où le travail sur la consigne et l'appropriation des problèmes qui sont apportés peuvent se faire aussi par l'intermédiaire de pairs, PAIRS. Et puis le troisième levier, gros levier pédagogique, c'est l'augmentation du temps d'exposition aux apprentissages. Donc là, c'est en référence aux travaux de mes collègues de l'équipe ESCOL. On s'aperçoit que, puisque l'enseignant n'est plus la seule personne ressource, puisque les élèves ne sont plus condamnés à devoir comprendre les consignes du premier coup, la conséquence de ça, c'est une lutte farouche contre l'ennui scolaire, ou tout du moins l'inactivité intellectuelle. Et donc, dans les classes où il y a de la coopération, les élèves ne passent pas sur une amplitude de 5 heures de travail, 5 heures à travailler, bien évidemment pas, mais ils passent bien plus de temps que dans des classes qu'on a pu observer où la structure coopérative n'a pas été densifiée. La première des précautions, c'est la formation des élèves. Donc cette formation se passe la plupart du temps sur un temps court, une paire d'heures généralement suffit aux enseignants, et ensuite ouvre un certain nombre de libertés. Ces libertés sont endiguées par des règles de travail extrêmement rigoureuses. Donc ces règles de travail concernent l'interdit de moquerie, ça concerne aussi l'entretien du calme. Alors, pas du silence, parce que les élèves français ne sont pas télépathiques, mais le calme, c'est-à-dire que la classe soit assimilée, moi je prends souvent cette image-là, à un climat de salle de bibliothèque municipale. C'est-à-dire on voit qu'il y a du monde, on entend qu'il y a de l'agitation, mais ce n'est pas suffisamment élevé en termes de volume sonore pour déranger les concentrations individuelles. Et puis la dernière précaution, c'est d'entretenir des liens d'amitié entre les élèves dans la classe, de faire en sorte que ce qui se passe en termes de rapport au savoir individuellement puisse être au service d'une sorte de sincérité et d'authenticité dans la relation à l'autre. Donc cette dernière précaution, alors c'est pas rien de dire ça, je vais vite, mais ça veut dire que derrière se cache l'introduction d'instruments de prévention des conflits autonomes et non violentes. Parce que bien évidemment que dans les classes où les élèves sont autorisés à coopérer, statistiquement, le risque de conflit interindividuel est plus fort que dans les classes où il y a moins de coopération. Donc on est un peu obligé de s'emparer de cette réalité-là et de densifier ces situations en outillant les élèves de ce matériau de communication non violente.